15h46, il nous rejoint Nour Bendy Meret, directeur des investissements d'Ivesta Family Office. Bonjour Nour. Bonjour Guillaume. Bienvenue, vous allez rendre votre verdict face au marché. Cet instant qu'on va vivre, ce verdict que vous allez livrer, est-ce que vous l'assumez ? Alors j'estime et je l'assume que la fin du calme plat géopolitique sera favorable aux hedge funds. Ah tiens. La fin du calme plat géopolitique, géostratégique, tout ce que vous voulez, la fin du calme plat, le retour peut-être des empires et des politiques économiques agressives feront un heureux, les hedge funds. Pourquoi les hedge funds ? Alors déjà, quand on parle de la fin du calme plat géopolitique, ça s'inscrit dans un contexte un peu plus global. En fait, on sort d'une période qu'on appelait la grande modération, qui a duré de 1980 à 2022, qui était marquée par une géopolitique relativement stable globalement, une économie relativement prospère avec la mondialisation, une inflation qui était plus ou moins en ligne avec les objectifs des banques centrales, mais surtout relativement stable, assez peu de volatilité, et des marchés donc relativement prospères. Depuis 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, les impacts en termes d'inflation, surtout de volatilité de cette inflation, qui trouble la lecture macroéconomique, la lecture des politiques monétaires aussi, on a un nouveau contexte qu'on appelle la fin de la grande modération, qui a un nouveau contexte qui a des impacts en termes d'allocation d'actifs qui peuvent être relativement importants, puisqu'on s'attend globalement à plus de volatilité sur les marchés, mais aussi plus de volatilité macroéconomique, plus de volatilité du côté de l'inflation, avec une inflation potentiellement plus élevée, mais surtout moins lisible, ce qui rend plus difficile la lecture des politiques monétaires globalement, et aussi ces enjeux, comme vous le citez, géostratégiques, géopolitiques, qui troublent complètement la lecture économique globale. Dans ce contexte, les hedge funds, en fait, c'est une catégorie très globale de stratégies dans lesquelles on retrouve plusieurs sous-stratégies. Mais globalement, l'objectif des hedge funds, c'est de générer ce qu'on appelle de l'alpha, de la surperformance, de la performance vis-à-vis des marchés traditionnels, sans corrélation, donc sans lien direct avec les marchés traditionnels. Comment ils font ? Comment ça marche ? Alors ça dépend des stratégies. C'est vraiment, les hedge funds sont un ensemble c'est une classe d'actifs qui n'est pas du tout homogène. Il y a plusieurs sous-stratégies dans l'industrie hedge fund. On peut parler notamment du global macro, où l'objectif va être de capturer les tendances macroéconomiques entre les divergences entre les différents pays. On peut avoir du long short equity, dans lesquels on va avoir à la fois des stratégies plutôt de conviction, des portefeuilles très concentrés, mais aussi des stratégies systématiques, quantitatives, plutôt très diversifiées. Donc la réponse n'est pas très simple, et pas si simple que ça, parce qu'en fait, on a autant de réponses que de sous-stratégies dans cette industrie. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que simplement, grâce à des outils plus ou moins sophistiqués et surtout des prises de conviction beaucoup plus fortes que dans les fonds actifs traditionnels, on arrive à aller capturer de la performance avec une décorrélation vis-à-vis des marchés traditionnels. Oui, je voyais le rendement global des hedge funds l'an dernier en 2025, quasiment 13%, au plus haut depuis 2009 d'ailleurs. Exactement. Alors c'est une très belle performance qui cache beaucoup de dispersion. Oui. Entre les moins bons et les meilleurs, on est quasiment de moins 15 à plus 40%. Donc il y a aussi une très forte dispersion dans ce marché des hedge funds, mais effectivement, globalement, ça a une très bonne année. Et c'est le cas depuis 2022, avec finalement ce contexte de fin de grande modération qu'on évoque, qui est très favorable à cette industrie, grâce à la volatilité et la dispersion qu'ils savent capturer. Donc les hedge funds pour trouver de la perf en se décorrélant des marchés traditionnels. Antoine ? Mais est-ce que pour autant, on a intérêt soit à alléger, soit carrément à annuler ses positions sur le marché traditionnel pour se concentrer que sur les hedge funds ? Non. Alors, pour nous, c'est pas en complément, c'est en complément, mais c'est pas en lieu et place d'une exposition au marché action. C'est plutôt pour remplacer une partie obligataire. Si on prend un portefeuille équilibré traditionnel, un portefeuille patrimonial, historiquement, c'était un 60-40 où on avait 60 actions, 40 obligations. Aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, on pense qu'il faut basculer de ce modèle 60-40 à un modèle qui sera peut-être plus un 60-20-20 avec 60% actions, parce qu'on a toujours un contexte extrêmement favorable pour les marchés actions en 2026, avec un policy mix au niveau mondial très favorable et des perspectives microéconomiques extrêmement favorables aussi. Donc garder ce 60% actions, c'est très important. Mais alléger la partie obligataire, qui est face à des contraintes, des sujets d'endettement public qui peuvent être pénalisants et surtout qui apportent de moins en moins de décorrélation, de diversification vis-à-vis des marchés actions. Et donc alléger la poche obligataire au profit des hedge funds.
Ouais, c'est intéressant, et trouver de la perf sans dépendre des marchés actions. Alors beaucoup nous disaient on peut y arriver aussi à travers le private equity. On y croit moins maintenant au private equity, ou on y croit toujours? Non, on y croit toujours. C'est aussi une classe d'actifs très intéressante qui apporte cette fameuse décorrélation, et surtout après 2-3 années peut-être un peu plus molles, il y a un contexte extrêmement favorable avec des valorisations qui sont attractives aussi dans le marché privé. Alors nous, on est dans BFM Bourse pour ceux qui choisiraient de continuer d'investir en bourse, et c'est votre conseil. Vous disiez on est toujours très optimiste pour les marchés actions traditionnels cette année. Comment on investit? Quoi choisir? Que choisir cette année? Alors le maître mot, à notre sens, c'est la diversification. Donc avoir un portefeuille diversifié avec toujours des paris actions très marqués dans lesquels on va avoir à la fois un mix entre de la gestion passive pour capturer les grandes tendances macroéconomiques, notamment sur les marchés américains, mais aussi des relais de performance qui nous semblent vont commencer à s'activer de façon plus significative. Par exemple les small et mid cap européennes, qui profiteront du fameux sujet de plan de relance au niveau européen, surtout en Allemagne, mais globalement au niveau européen, et aussi les marchés émergents qui font leur grand retour dans ce contexte. Oui. Les métaux, on voit que les métaux cartonnent, l'once d'or est encore en hausse depuis le début de la semaine, l'argent, etc. Alors au-delà des métaux, beaucoup de matières premières, de ressources, le cuivre aussi est sur des plus hauts historiques. Vous les conseillez de plus en plus à vos clients, ou là sur ces niveaux, les niveaux qu'on voit, les records, on se dit c'est pas le moment de se renforcer? Si, parce qu'en fait, si on parle de l'or par exemple, quand j'évoquais le 60-20-20, dans les vins qu'on appelle alternatifs, on a les hedge funds, mais on a aussi les matières premières comme l'or et potentiellement les cryptos. Mais effectivement, l'or, on considère que ça échappe un petit peu à ce contexte économique, puisqu'il y a des grandes forces structurelles en présence, qui sont notamment les banques centrales, qui achètent massivement de l'or pour diversifier leurs réserves, leur bilan. Et en fait, on pense que ça va durer. En tout cas, les grandes banques centrales émergentes, notamment celle de la Chine, la PBOC, a confirmé que c'était un cycle qui allait durer. Et celles-ci sont plutôt agnostiques au cours. On l'a vu encore en novembre et décembre. Quel que soit le cours, leur plan doit être exécuté et elles doivent acheter massivement de l'or pour diversifier leurs réserves. Plein de pistes pour vos investissements cette année 2026, et donc les hedge funds qui sortiront gagnants de la fin du calme plat géopolitique, de la fin du calme plat géostratégique et économique. Ces hedge funds devraient au contraire tirer les marrons du feu de cette situation dans laquelle on entre, de ce nouveau monde peut-être plus brutal aussi dans lequel on est en train d'entrer. Et pendant ce temps, la France, elle fait son petit bonhomme de chemin. C'est vrai qu'elle cherche un budget, la France, mais sur le marché obligataire, elle a toujours autant de succès. Ce matin, la France a réussi son premier test obligataire de l'année. Elle a réussi à lever dans le haut de la fourchette 13,5 milliards d'euros. Forte demande, 2,2 fois supérieure à l'offre, la demande ce matin. Donc c'est très encourageant. Et à un taux qui baisse un peu par rapport à la fin de l'année dernière. La France a emprunté à 10 ans et 30 ans à un taux qui recule un petit peu, 3,38% sur le 10 ans. Alors c'est bien, le taux se détend un peu, mais enfin il reste au-dessus des 3%. Vous me voyez venir. Est-ce que du coup les fonds euros avec des taux à 3%, les fonds euros rapportent de plus en plus quand même et redeviennent attractifs? Alors nous, on n'est pas fan des fonds euros en règle générale, même si ça reste un support d'investissement très important pour les investisseurs français. On pense qu'il y a quand même des opportunités un peu plus intéressantes en dehors des fonds euros. Par contre, c'est vrai que le 10 ans français, on voit un petit peu de détente et c'est quand même un signal positif. Ça s'explique aussi par la croissance surprise au dernier trimestre en France, qui vient un petit peu alléger les finances publiques. Et potentiellement, si on a un rattrapage européen en 2026, la France devrait en bénéficier et on peut s'attendre à une croissance légèrement meilleure qu'escomptée, qui sera bienvenue pour la gestion des finances publiques. Mais à long terme, ça reste un sujet qui reste préoccupant. On ne voit pas le 10 ans français baisser drastiquement. Et en fait, la baisse des taux a été un moteur de performance significatif pour l'obligataire historiquement. Oui. Un moteur qui disparaît à l'avenir. Mais oui, d'ailleurs, on a vu que ce matin, certes, les taux auxquels la France emprunte reculent un peu, mais enfin, la demande est énorme, 2,2 fois supérieure à l'offre. Et même avec cette demande énorme, le taux est à plus de 3,3%, le taux d'emprunt, malgré cette demande énorme. C'est ça. La demande est énorme, mais elle est quand même en ralentissement. Il me semble qu'historiquement, on était plutôt autour des 3 fois on était souscrit. Ça pouvait aller jusqu'à 3 fois. 2,2, c'est effectivement élevé, mais c'est quand même en léger retracement. Ça explique quand même la compression du spread versus le Bund allemand, puisqu'on est autour des 70 BP de spread, il me semble. On était monté à quasiment 85 points de base de spread contre le Bund allemand. Donc on voit un petit peu de détente, ça reste satisfaisant, mais on ne voit pas les taux de 10 ans français baisser drastiquement. On en reparlera tout à l'heure avec Gilles Mouek pour interpréter ce premier test obligataire plutôt réussi ce matin par la France. Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, sera avec nous dans un quart d'heure. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Sur le plateau de BFM Bourse, aujourd'hui, les experts d'Ivesta Family Office et Nour Bendimeret qui nous accompagnent.